docteur Urbain Terry, qui va nous parler du cancer du poumon. Quel biomarqueur privilégié en pratique clinique? À vous la parole. Bien, je vous remercie pour votre invitation. Donc moi, je suis pneumologue et je fais surtout de la cancérologie thoracique au CHU d'Angers en France. Et donc, je vais vous parler des biomarqueurs tumoraux. Dans une première temps, on va voir un peu quel est le panorama des biomarqueurs, et puis ensuite, en pratique clinique, finalement, selon les situations, quelle prescription on va pouvoir faire pour ces biomarqueurs. Bon, ça, ce sont mes liens d'intérêt. Donc, historiquement, le traitement des cancers bronchiques jusqu'au début des années 2000, c'était assez simple, finalement. Il y avait la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie, et le seul biomarqueur qu'on pouvait utiliser, finalement, c'était l'histologie, l'immunohistochimie, pour différencier les cancers bronchiques épidermoïdes ou non épidermoïdes, ce qui permettait de faire un choix sur la chimiothérapie. Et puis, on avait aussi les petites cellules, et on restait sur un seul biomarqueur, finalement, lié à notre pathologiste. C'est encore une étape, d'ailleurs, indispensable aujourd'hui pour définir la stratégie thérapeutique des cancers bronchiques. Et puis, depuis donc, les années 2000, on a étudié la génétique des tumeurs, des cancers bronchiques, notamment des cancers bronchiques non à petites cellules, et on a mis en évidence un grand nombre de mutations, d'anomalies génétiques. Les mutations, par exemple la mutation du récepteur de l'EGF à la surface des cellules tumorales, ça conduit à des biothérapies. On a mis en évidence des réarrangements de gènes, par exemple ALK, où des fusions de gènes vont faire que ce gène va être activé en permanence et va donner des signes de prolifération tumorale. Et puis on a trouvé aussi des amplifications de gènes qui sont, là encore, qui permettent finalement aux cellules tumorales de se développer. Et donc c'est quand on a commencé à comprendre et à déterminer tous ces marqueurs génétiques qu'on a commencé à trouver de nouvelles thérapeutiques du cancer. Et donc on a eu une première révolution thérapeutique au début des années 2000, où à la suite de ces nombreuses altérations moléculaires, les laboratoires pharmaceutiques ont mis au point des petites molécules qu'on appelle des inhibiteurs tyrosine kinase qui vont se bloquer sur le récepteur à la surface des cellules qui est muté et vont bloquer la prolifération tumorale. Donc ce sont ces fameuses mutations qui vont nous servir de cible thérapeutique. Et donc on a ici un tableau qui montre la quantité croissante de marqueurs, de biomarqueurs génétiques qu'on retrouve dans les cancers bronchiques au fur et à mesure des années et qui vont être de nouvelles cibles thérapeutiques. Alors ces marqueurs, on les retrouve essentiellement dans les cancers bronchiques non épidermoïdes, donc en gros l'adénocarcinome. Elles sont beaucoup moins fréquentes et moins utiles en pratique clinique dans les cancers épidermoïdes ou les cancers à petites cellules. Donc on va surtout parler pour ces biomarqueurs des cancers non épidermoïdes. Donc suite à ces découvertes d'altérations génétiques, on a mis en évidence, donc, on a développé des nouvelles thérapies, des thérapies ciblées qui ciblent ces récepteurs et qui sont des nouvelles thérapeutiques des cancers. Et pour prescrire ces molécules, il y a une obligation de rechercher ces biomarqueurs dans la cellule tumorale pour pouvoir accéder à ces médicaments. On va donc rechercher ces mutations et ces réarrangements de gènes. La seconde révolution thérapeutique, donc, c'était de 2010 à 2025. On a commencé à cibler les points de contrôle immunitaire. Vous savez qu'une cellule tumorale, normalement, devrait être détruite par nos lymphocytes T. Eh bien, les interactions PD1, PDL1 entre la cellule tumorale et le lymphocyte font que la cellule ne peut plus être détruite dans certaines situations par lymphocyte T. Donc, ces médicaments, les anticorps, vont restaurer la capacité qu'a le lymphocyte T à détruire les cellules tumorales. Donc ça, c'est la deuxième révolution thérapeutique, c'est l'immunothérapie par anticorps anti-PD1 ou anti-PDL1. Et la prescription, là, elle sera guidée par un biomarqueur qui est le marqueur en immunohistochimie, PDL1, qui va nous servir donc de guide pour prescrire l'immunothérapie seule ou associée à la chimiothérapie. Alors, qu'est-ce qui nous disent ces biomarqueurs quand on les retrouve? Ce sont avant tout des biomarqueurs qui prédisent une certaine efficacité du traitement, c'est comme ça qu'on les utilise. Et si on prend l'exemple de la mutation du récepteur de l'EGF, le GFR, si on découvre une mutation L858R ou une délétion de l'exon 19, ça veut dire que le traitement a de bonnes chances d'être efficace et c'est dans ces conditions-là qu'on pourra le prescrire. Néanmoins, ces biomarqueurs, ils ont aussi d'autres intérêts et ils peuvent aussi être des marqueurs de résistance primaire ou des résistances secondaires sous traitement ou même des marqueurs de résistance, par exemple, à l'immunothérapie. Et donc, quand on trouve une mutation de l'EGF, eh bien, on peut tantôt avoir des mutations dites d'efficacité, L858R, on peut avoir des marqueurs de résistance, par exemple la mutation T790M, quand on la retrouve, fait que les inhibiteurs de première et deuxième génération ne seront pas efficaces, il faudra utiliser l'osimertinib. On a un marqueur aussi de résistance
totale à ces médicaments, comme les insertions de l'exon 20, où là, ça va nous guider pour un traitement vers une molécule qu'on appelle l'amivantamab, qui est un anticorps monoclonal. Et puis parfois, on retrouve aussi des amplifications, des mutations de type MET, par exemple, qui vont être des marqueurs de résistance. Donc voilà ce que nous apprennent un peu ces biomarqueurs en pratique clinique, notamment le marqueur le plus connu qui est EGFR. Alors la situation serait assez simple, malheureusement, mais je dirais tant mieux, hein, la situation est de plus en plus complexe aujourd'hui avec ces biomarqueurs, puisqu'on retrouve maintenant, quand on étudie les tumeurs avec des panels de gènes importants, on retrouve de nombreuses mutations, des nouvelles mutations, dont la signification n'est pas toujours très claire aujourd'hui, et surtout, en fait, on retrouve sur une tumeur parfois plusieurs mutations, donc des commutations, et qui vont avoir des significations un peu différentes. Alors j'ai pris un exemple. Si on prend l'expression PDL1 pour l'immunothérapie, quand on est fort expresseur, il y a une forte chance d'avoir une efficacité thérapeutique. Lorsque on a une mutation KRAS associée à un marqueur PDL1, c'est un marqueur d'efficacité d'immunothérapie, il y a de bonnes chances que l'immunothérapie soit efficace. Mais si par contre dans la même tumeur on retrouve aussi une mutation en haut à droite STK11 par exemple ou KEAP1, peu importe les noms, eh bien quand on associe ces profils, alors on va avoir une résistance plutôt à l'immunothérapie. Donc aujourd'hui, ce qu'on connaît, c'est la signification marqueur par marqueur. On connaît beaucoup moins bien la signification quand on associe 1, 2, 3 de ces marqueurs, où là, les études aujourd'hui tentent à essayer de trouver la signification de ces différentes commutations. Donc trouver le langage finalement que nous apprennent ces biomarqueurs. Et aujourd'hui, donc, on a ici, mais c'est à titre très indicatif et c'est volontairement pas lisible, tout un nombre d'idées un petit peu de ce que représentent ces biomarqueurs, de ce qu'ils peuvent nous apprendre en pratique clinique. Alors en pratique clinique, aujourd'hui, en 2025, alors je ne sais pas ici quelles sont les molécules dont vous y avez à disposition, mais en gros, les marqueurs les plus utiles sont ceux que j'ai mis ici en haut à gauche. Le marqueur EGFR, la mutation du récepteur de l'EGF, le marqueur ALK et le marqueur PDL1, qui sont vraiment les trois biomarqueurs, je dirais, les plus utiles aujourd'hui en cancérologie thoracique. Mais quand on dispose des molécules adéquates, on a aussi tous les autres marqueurs, ROS1, RB2, KRAS, MET, pour ceux qui font la cancérologie, qui sont des marqueurs utiles, puisqu'aujourd'hui on a des molécules qui permettent de cibler ces marqueurs et d'avoir une efficacité thérapeutique ciblée. Alors en pratique clinique, le choix des biomarqueurs que vous allez demander, que vous allez rechercher, demander à votre pathologiste ou à votre biologiste, va dépendre de, en gros, 5 grands critères. Le premier, c'est le type histologique. Clairement, on demandera les mutations uniquement dans les cancers bronchiques non épidermoïdes. Ou alors, si vous avez un cancer épidermoïde et un patient qui n'a jamais fumé, ou qui a arrêté de fumer il y a très longtemps et qui est âgé, par exemple, on pourra là rechercher éventuellement une mutation EGFR. Mais en règle, ce sont plutôt les adénocarcinomes où on retrouve ces mutations activatrices. Par contre, pour PDL1, on le demandera dans tous les cancers. Le deuxième marqueur intéressant pour savoir quel biomarqueur rechercher, c'est les habitudes tabagiques, les mutations EGFR, les réarrangements ALK, les réarrangements ROS1, par exemple, ne se retrouvent quasiment que chez les non-fumeurs ou alors les petits fumeurs ou les ex-fumeurs qui ont arrêté il y a longtemps. Et donc, on les recherchera essentiellement sur ces marqueurs d'habitude tabagique, qui est un marqueur relativement simple clinique. Le troisième critère de choix d'un biomarqueur en cancérologie aujourd'hui, c'est bien sûr la disposition des molécules que vous pouvez utiliser. Il est inutile d'aller chercher des mutations ROS1, KRAS, RET, MET et autres si vous n'avez pas les molécules adéquates, parce que c'est coûteux, parce que ça coûte du matériel, il faut plusieurs biopsies pour pouvoir faire une étude moléculaire, donc plus vous recherchez de gènes, plus il vous faudra de matériel, plus vous aurez des difficultés pour faire d'autres études, et donc on recherchera les mutations pour lesquelles on a une stratégie thérapeutique derrière. Donc j'ai mis ici le tableau qui résume depuis les années les multiples molécules qui sont à disposition aujourd'hui, très variables d'un pays à l'autre selon le système de santé. Si vous avez accès à des essais cliniques pour étudier de nouvelles molécules, on a intérêt à rechercher des marqueurs un peu plus exotiques. Si par contre vous n'avez que des anti-EGFR ou des anti-ALK, on recherchera les mutations ALK-EGFR. Donc tout dépend vraiment du système de santé dans lequel on est actuellement. Le quatrième critère de choix, c'est votre service de pathologie et de biologie moléculaire et les techniques qui vont pouvoir être utilisées. Aujourd'hui en France, on utilise énormément les séquençages de nouvelle génération qui permettent d'étudier un grand panel de gènes, 20, 30, 40 gènes différents. On va donc retrouver des mutations, EGFR, ALK, et puis on va retrouver parfois aussi des mutations plus rares, parce qu'on a éventuellement un accès à un essai clinique avec une nouvelle molécule qui cible tel ou tel marqueur. Mais en pratique courante, ceux qu'on va demander le plus souvent et qui seront les plus utiles sont EGFR, ALK et l'expression PDL1 en immunohistochimie.
Donc finalement, les techniques les plus utiles sont celles du pathologiste, l'immunohistochimie, qui va répondre pour PDL1, pour l'immunothérapie, qui va répondre pour ALK. Si vous avez une expression importante en immunohistochimie de ALK, vous pouvez commencer un traitement inhibiteur ALK. Et puis vous avez après les techniques moléculaires, le séquençage, qui va permettre de retrouver les différentes mutations et réarrangements dont on a parlé. Et là encore, ce que vous demanderez à votre pathologiste dépendra des molécules à disposition dans votre système de santé. Et puis en pratique clinique, la recherche de biomarqueurs va dépendre aussi beaucoup du stade TNM de votre tumeur. Jusqu'aux années 2020, ces biomarqueurs, les mutations, les réarrangements de gènes, l'immunohistochimie PDL1 n'étaient utiles que dans les cancers bronchiques métastatiques. Depuis 2020, depuis l'arrivée des stratégies chez les patients opérables d'immunothérapie, eh bien finalement c'est dans toutes les formes de cancer bronchique qu'on a une utilité à rechercher ces biomarqueurs tumoraux. Alors on va prendre les différents stades. Dans les cancers bronchiques non à petites cellules métastatiques, ce qui représente, on va dire, 50% de nos patients, la grande majorité, les deux marqueurs les plus utiles, en tout cas en priorité, c'est ALK en immunohistochimie et EGFR en biologie moléculaire, et puis l'expression en immunohistochimie de PDL1. Et ces anomalies, elles doivent être recherchées normalement avant mise en route du traitement du cancer métastatique, puisque si vous avez effectivement sur votre panel de gènes une mutation EGFR ou un réarrangement ALK, dès la première ligne, vous éviterez la chimiothérapie. Vous ne mettrez pas en route d'immunothérapie parce qu'elles ne sont pas efficaces chez les patients qui ont des mutations activatrices, et on mettra en route, à l'inverse, une biothérapie anti-EGFR, l'osimertinib en France, les traitements des mutations en réarrangement ALK, par exemple l'orlatinib, ou alors, si on dispose, les anti-RET, les anti-ROS, etc. Donc ces biomarqueurs doivent être cherchés avant la mise en route du traitement si on a les molécules à disposition. En deuxième ligne, c'est moins utile immédiatement. Et puis pour l'immunohistochimie, le marqueur PDL1, il sera utile là encore dès la première ligne, en l'absence de mutation, pour discuter soit la mise en route d'une immunothérapie seule. Si vous avez une hyperexpression PDL1 à plus de 50%, on peut utiliser l'immunothérapie seule, ou alors associée à la chimiothérapie si la maladie est très active, ou si vous avez une expression plutôt faible de PDL1 avec l'espoir que l'immunothérapie sera peut-être moins efficace. Donc c'est comme ça aujourd'hui que dans les cancers métastatiques, on définit la première ligne de traitement, et donc ces biomarqueurs sont vraiment très utiles en pratique clinique dans ces formes de cancer. Le deuxième type de cancer, ce sont... Alors, pardon, oui, juste pour dire, sur quel matériel on recherche ces mutations? Alors on les cherche bien sûr par immunohistochimie sur les biopsies bronchiques que vous ferez en endoscopie ou sur les matériaux de ponction sous scanner ou d'écho-endoscopie. Et on va pouvoir aussi faire ces recherches sur l'ADN tumoral circulant. Vous savez que les cellules tumorales, elles circulent dans le sang, dans la cavité pleurale, dans le liquide céphalorachidien en cas de métastase. Et bien sur un simple prélèvement sanguin, pleural ou de liquide céphalorachidien, on pourra rechercher ces mutations. Alors le grand intérêt, c'est que vous ferez ça dès la consultation initiale, si vous avez cette technique à disposition, avant même la fibroscopie, avant même la ponction. Et si vous montrez la présence de cette mutation EGFR, par exemple, vous pourrez commencer un traitement alors que vous n'avez même pas encore l'histologie pour le patient. Donc ça, c'est extrêmement intéressant en cas d'urgence. Méningite carcinomateuse, vous voulez débuter un traitement rapidement, en 48-72 heures, vous pouvez avoir le résultat EGFR si vous avez le laboratoire derrière qui peut vous donner ça. C'est intéressant en cas d'épanchement pleural, ça permet de débuter rapidement un traitement. C'est intéressant aussi chez les patients pour lesquels le site biopsique est compliqué, par exemple des métastases cérébrales. Eh bien, dans le sang circulant, vous pouvez retrouver ces mutations et si vous les avez, vous pourrez débuter un traitement. Ou chez le sujet très fragile pour lequel la ponction sous scanner chez un patient emphysémateux peut poser de gros soucis, de gros problèmes techniques. Alors, qu'en a-t-il des cancers locaux régionaux, ceux qui ne sont pas opérables mais qui sont encore stade 3B? Eh bien, le traitement de référence de ces cancers, c'est la radiochimiothérapie, soit séquentielle, soit concomitante, plutôt concomitante si on peut. Mais aujourd'hui, la stratégie a changé et on a besoin des biomarqueurs pour affiner la stratégie thérapeutique. Notamment, on a besoin du biomarqueur EGFR, ALK et PDL1. Si l'expression PDL1 est positive et surtout s'il n'y a pas de mutation ALK ou EGFR, on associera après la radiochimiothérapie une immunothérapie, le durvalumab, et ça, c'était très bien montré par l'étude Pacifique, qui a montré une amélioration de la survie quand on fait une immunothérapie après radiochimiothérapie. Si à l'inverse, vous n'avez pas
vous avez une mutation EGFR sur le site tumoral, vous ne ferez pas d'immunothérapie. L'immunothérapie ne marche pas bien chez les patients qui ont des mutations activatrices. Par contre, vous proposerez, si vous l'avez à disposition, l'osimertinib après la radiochimiothérapie, qui a démontré une amélioration extrêmement importante de la survie sans progression et la survie globale chez ces patients. Donc vous avez besoin dans ces stratégies-là, chez les patients 3B, de ces biomarqueurs pour déterminer la meilleure séquence thérapeutique. Et puis, qu'en est-il des stades opérables? Ça, c'est plus récent, en tout cas en France. Aujourd'hui, on a à disposition la possibilité de faire de la chimio-immunothérapie avant la chirurgie, à 3 conditions. Alors, c'est vrai pour les stades 2 et les stades 3A. C'est pas vrai pour les stades très, très précoces, le petit nodule de 10 mm, stade 1, on l'opérera d'emblée, mais les tumeurs de stade 2 ou de stade 3 jugées opérables, on pourra faire une chimio-immunothérapie néoadjuvante avec un bénéfice qui est extrêmement important et significatif, qu'on voit ici à droite dans de multiples études. Ici, c'est l'étude CheckMate 816 qui montre un bénéfice en termes de réponse. Les patients qui ont eu la chimiothérapie adjuvante, dans 25% des cas, ils avaient une réponse complète lors de l'intervention chirurgicale et de meilleure survie. Mais pour ça, il y a 3 conditions. Il faut avoir une histologie préopératoire. Donc là, on est obligé d'aller vraiment à la ponction sous scanner ou à l'écho-endoscopie pour avoir du matériel histologique pour la chimiothérapie. Et puis, il faut faire aussi l'étude moléculaire. Il faut démontrer qu'il n'y a pas de mutation EGFR, qu'il n'y a pas d'expression ALK pour pouvoir mettre en place cette chimiothérapie, parce que là encore, l'immunothérapie, on l'a dit, n'est pas efficace en cas de mutation. Et donc, pour cette stratégie thérapeutique, vous avez besoin de ces 3 biomarqueurs, PDL1 au moins 1%, immunohistochimie ALK négative et marqueur EGFR négatif. Et à l'inverse, si sur votre matériel tumoral, vous mettez en évidence une mutation EGFR ou un réarrangement ALK, là, il n'y a pas d'indication de chimio-immunothérapie, mais par contre, vous allez opérer le patient et après l'intervention chirurgicale, si le EGFR muté, l'étude ADORA a montré qu'il y avait un bénéfice à mettre un traitement par osimertinib pendant 3 ans, et là, vous avez un gain de survie significatif. Et de façon toute récente, en 2025 en France, en tout cas, on a aujourd'hui la même possibilité de l'utiliser. Si vous avez mis en évidence sur le matériel histologique en immunohistochimie une expression ALK très positive, et puis que vous pouvez confirmer éventuellement par la biologie moléculaire ou par le RNA séquençage, eh bien l'étude ALINA montrait que l'intérêt d'un traitement adjuvant pendant 2 ans par la lectinib, qui là encore augmente la survie par rapport à un simple traitement placebo en comparaison. Enfin, pour terminer cette dernière plaque, on peut se poser aussi la question aujourd'hui de l'intérêt de faire des biomarqueurs en cas de rechute. Vous avez un patient qui avait une mutation EGFR, vous l'avez traité par osimertinib, il rechute, ou alors il était traité par un anti-ALK. Eh bien, aujourd'hui, on a toute une série de biomarqueurs qui permettent d'essayer de comprendre pourquoi le traitement anti-EGFR ou pourquoi le traitement anti-ALK n'a pas été efficace, qui peuvent être des marqueurs de rechute et qui peuvent guider la stratégie thérapeutique en seconde intention, mais ça reste aujourd'hui quelque chose qui est plutôt du domaine de la recherche et de l'évaluation que de la pratique clinique. Et donc je vous ai mis ici en conclusion, sur le site de l'Institut national du cancer, on a toute une série d'algorithmes comme ça qui vous précisent la place des différents biomarqueurs et des différentes thérapeutiques selon le stade des tumeurs, le stade TNM, l'histologie et tel ou tel marqueur. Je vous remercie. Merci Monsieur Urbain pour cette présentation didactique sur le plateau technique des biomarqueurs dans le cancer bronchique. Donc je donne la parole à la salle pour prendre quelques questions avant de passer à la 3e présentation. Monsieur Boucher. Merci pour votre présentation. Alors, je pose une question en tant que chirurgien, c'est ce qui m'intéresse, et je rebondis sur votre dernière plaque. Alors, actuellement, dans notre pratique, sur les pièces opératoires, on commence à chercher le GFR, l'ALK et le PDL1 pour éventuellement un traitement adjuvant. On n'est pas encore dans la perspective chimio-immuno-adjuvante, mais dans l'adjuvant, vous savez que les TKI maintenant ont une place. Alors, ma question, c'est en cas de rechute ou après récidive ou progression après. Est-ce qu'il y a intérêt de refaire biopsie sur le site de progression pour voir le statut mutationnel
le nouveau statut mutationnel, on peut se baser sur les mutations qu'on avait trouvées sur pièce opératoire. Alors, a priori, en pratique clinique, on se base vraiment sur la mutation qu'on a retrouvée sur la pièce opératoire. Si on a une rechute très tardive, 8 ans, 10 ans après, effectivement, là, on peut se demander est-ce que c'est vraiment le même cancer, est-ce que c'est un deuxième cancer. Là, on peut avoir intérêt à le rechercher, mais si c'est une rechute 1 an, 2 ans après, clairement, on se base sur la recherche qu'on a fait sur la pièce opératoire. Puis l'intérêt de la pièce opératoire, c'est que c'est une pièce de grande taille, elle est très représentative de la tumeur, et on sait qu'on peut avoir une hétérogénéité des zones tumorales où il y a plus ou moins d'expression PDL1. Et donc, il est toujours plus intéressant de rechercher l'expression PDL1, par exemple, sur une pièce opératoire, où le pathologiste est beaucoup plus confortable pour dire c'est 90% ou 30%, plutôt que sur une biopsie bronchique qui représente finalement qu'un tout petit bout de la tumeur. Donc, le mieux, c'est quand même de se guider plutôt sur la pièce opératoire. Si par contre, il y a eu un traitement adjuvant par osimertinib et qu'il y a une rechute 2-3 ans après, là, on a tout intérêt à réétudier les marqueurs moléculaires. Merci. Moi, j'ai une question par rapport parce que vous avez parlé de la biopsie liquide. Oui. Alors, quelle est votre expérience par rapport à ça? Parce que on sait que la biopsie liquide, c'est quelque chose de récent, on développe. La fiabilité de recherche des biomarqueurs dans la biopsie liquide, est-ce qu'il n'y a pas de faux positifs? C'est-à-dire, parce que vous avez suggéré comme quoi on peut démarrer le traitement sur des biomarqueurs sur la biopsie liquide. Alors, pour EGFR, clairement, pour nous, il n'y a pas de faux positif, dans le sens où si on a une mutation EGFR, c'est vraiment un marqueur de présence d'un cancer muté EGFR, et donc on peut traiter. Par contre, la technique est moins sensible que la technique sur biopsie, donc une ADN circulant négatif ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de mutation, il faut la rechercher à ce moment-là sur le tissu. Mais en gros, quand elle est positive, on peut mettre en route un traitement pour le GFR. C'est peut-être moins vrai pour KIRAS, par exemple. On sait que ça peut être un marqueur de tabagisme, mais on ne peut pas être absolument formel qu'il y a vraiment une tumeur. Hein. Mais pour EGFR, clairement, nous, on met très régulièrement en route. Hein. Chez des sujets, notamment, on a un sujet de 85 ans qui est avec des métastases cérébrales multiples, ou dernièrement une méningite carcinomateuse. On fait la ponction lombaire. On a la chance d'avoir un biologiste moléculaire qui nous donne un résultat en 3 jours, et on débute le traitement qui sera confirmé si on a l'occasion de biopsier le patient, mais qui parfois même ne sera que confirmé histologiquement que ultérieurement s'il rechute par exemple et qu'on rebiopsie le patient. Donc nous, en réunion pluridisciplinaire, on met très volontiers des patients sous traitement sur la découverte d'une mutation EGFR, par exemple sur un liquide céphalorachidien, sur une ponction pleurale ou un prélèvement sanguin. Par contre, ça manque de sensibilité, donc si c'est négatif, là il faut le rechercher chez le non-fumeur sur la pièce biopsique. C'est plutôt un manque de sensibilité. Mais c'est une technique très intéressante hein, et très rapide et très élégante en plus. J'ai une question concernant en partant de notre contexte, on a plus de malades, je dirais, métastatiques au moment du diagnostic. On a beaucoup de malades aussi lorsqu'il arrive à la chirurgie. Ils sont inopérables pour une raison ou pour une autre. Donc, d'après votre expérience, quel est le taux de réponse à l'immunothérapie de ces 2 cas de figure, c'est-à-dire palliatif? Par exemple, le bronchique non abscissé métastatique, taux de réponse sur la survie, et concernant l'opérabilité, rendre un malade inopérable opérable, l'immunothérapie adjuvante. Alors, l'immunothérapie adjuvante, elle n'a pas été faite dans l'esprit des essais cliniques à disposition pour rendre les patients opérables. Dans ces différents essais, tous les essais qui ont été faits, on partait d'une discussion où on jugeait le patient opérable. Alors parfois, c'était des tumeurs quand même évoluées, un stade 3, voire 3B, et à ce moment-là, on faisait le traitement, non pas pour les rendre opérables, mais pour améliorer la survie ultérieure. Donc effectivement, une des grandes questions aujourd'hui, c'est de se dire, un patient qui est inopérable du fait d'une extension sur un site, un T4 ou un N3, est-ce qu'on va pouvoir le rendre opérable grâce à l'immunothérapie? Ça, aujourd'hui, la question n'est pas tranchée. Donc normalement, les indications de chimio-immunothérapie, c'est pour des patients que l'on juge opérables a priori avant. Ce n'est pas pour les rendre opérables. Après, on sait que les taux de réponse chez ces patients dans les stades précoces sont probablement peut-être plus élevés même encore que dans les stades métastatiques, puisque là, dans ces études-là, notamment la CheckMate 816, avec 3 séances de chimio-immunothérapie, dans 24% des cas, les gens ont une réponse complète. C'est-à-dire que le chirurgien, quand il opérait, il avait de la nécrose, mais il n'y avait plus de tumeur. Ou alors le pathologiste répondait, c'est que de la nécrose tumorale. Donc, probablement que ces traitements sont d'autant plus efficaces que la maladie est précoce.
l'idéal, bien sûr, un jour, serait de pouvoir dépister ceux qu'on doit opérer et ceux que peut-être on ne doit pas opérer après une chimiothérapie, immunothérapie néoadjuvante. Mais aujourd'hui, la question n'est pas tranchée, c'est dans le domaine des études. Professeur Harra, oui. Le métastatique, le taux de réponse de l'immunothérapie, si on regarde les longs survivants, parce que c'est ce qui nous intéresse finalement, avec l'immunothérapie, on a à peu près 15% de personnes qui vont être des longs survivants, c'est-à-dire qui vont répondre pendant plus de 2 ans, 3 ans, 4 ans, et qui vont vivre à 5 ans après l'immunothérapie, dans les formes métastatiques. Donc c'est vraiment aujourd'hui une révolution thérapeutique, mais qui ne concerne que 20% de nos patients métastatiques. On va prendre, s'il vous plaît, on va prendre une dernière question du professeur Harraq avant de continuer. Merci beaucoup. Moi, je reviens à la biopsie liquide. Certes, sa place, il est bien démontré pour la recherche de la résistance ou bien de la progression tumorale, mais je veux savoir quelle est sa sensibilité en matière de diagnostic. Parfois, on est amené à se trouver devant cette impasse diagnostique. La fibro, il est normale, le poumon, il est assez emphysémateur, on ne peut pas faire une ponction scanoïdée par un nodule. Quelle est sa sensibilité en matière de diagnostic? On va dire que par rapport à l'étude moléculaire sur une biopsie, c'est de l'ordre de 70%. Très bien. Donc, voilà, pour donner un peu un ordre d'idée. Après, c'est très dépendant des publications, c'est très variable. C'est très dépendant des techniques utilisées, si c'est du séquençage, si c'est du NGS, donc ça dépend vraiment de ça. Et puis la quantité de cellules dont on a à disposition. On peut retenir un chiffre de 0,6, 0,7 à peu près, en termes de sensibilité. Merci. Donc c'est quand même très intéressant.